m'appelle Carl Frédéric. J'ai fait mon projet est un climatiseur. Je l'ai fait avec une boîte en carton. J'ai coupé des rectangles pour que le vent puisse sortir. Et à l'intérieur, j'ai mis une hélice, une partie qui a une hélice et une partie qui a le moteur. Il y a un câble pour que ça puisse marcher et un bouton. J'ai recouvert ça avec des feuilles de Bristol et j'ai décoré ça avec des images. Et puis son nom Climaric, son numéro de série est derrière. Je m'appelle Chris Lensley. J'ai fabriqué mon projet en boîte en carton. J'ai pris des caoutchoucs dans une voiture. Il y a une pompe là-dedans. J'ai mis un pot là-dedans avec de l'eau là-dedans. Et puis, j'ai pris une brosse, j'ai coupé, j'ai mis là-dedans. J'ai pris des batteries. Et puis, j'ai pris une éponge pour quand on envoie de l'eau pour ça essuie ça. Puissance des guerriers. Tu es en quelle classe? 3e année A. Tu as réalisé quoi cette année? Un puits. Et puis, tu nous expliques comment ça fonctionne. Ça sert à découvrir mon jardin. J'ai fabriqué ça avec 3 roues, un bois, du fer, des plantes et j'ai peinturé ça avec de la peinture rouge et blanc. Je m'appelle Chloé, j'ai fabriqué mon projet avec des caoutchoucs. J'ai pris la tête d'une chaise pour faire où on doit mettre le dossier, faire le dossier. Et j'ai pris une planche pour ne pas pour qu'on ne puisse pas tomber dans le trou. J'ai coloré ça avec du spray rouge et jaune. Bonjour, chers invités. Si vous avez besoin de réchauffer quelque chose, et vous êtes en pleine nature, utilisez ce réchaud-là, un réchaud avec 2 canettes. Pour le faire, vous avez besoin de 2 canettes, de l'alcool à 90 degrés, du coton, d'un cutter, des ciseaux et d'un marteau ou d'un vieux clou ou d'une punaise. Et les bienfaits de ce réchaud. Si vous passez entre la frontière de Saint-Domingue et d'Haïti, mais vous savez que la douane ne veut pas qu'on passe avec de l'essence, eh bien vous pouvez passer avec de l'alcool. Et pour l'allumer, on met de l'alcool et on met de l'alcool autour aussi. C'est pour ça qu'on a besoin du bol. Et ensuite, on passe l'allumette et on met ça autour dans le bol pour que ça prenne le feu. Et vous attendez 5 minutes pour que ça sorte dans les petits trous. Notre expérience s'appelle l'expérience de bougie, qui consiste à ce que l'eau monte dans la bougie après que la bougie s'éteint. Mais je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cette expérience. Mais surtout que vous devez savoir que les explications qu'on donne qui disent que l'eau monte parce que le dioxygène l'empêche de monter. Mais ce n'est pas forcément vrai. C'est exactement pour cela qu'on va vous montrer une petite démonstration pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui va s'arriver. La bougie va s'éteindre et l'eau va monter dans le verre. Si vous voyez une petite fumée, c'est le dioxyde de carbone qui monte et qui redescend et qui exerce à l'eau cette action de monter dans le verre. Et c'est juste pour cela que le dioxyde de carbone empêche à l'oxygène de monter dans le verre. Mais puisque c'est dans le verre que le dioxyde de carbone monte et ça va redescendre dans la bougie qui va permettre à la bougie de s'éteindre. Et quand la bougie s'éteint, l'eau vient dans le verre. Et c'est la fin de notre expérience qui s'appelle l'expérience de bougie. Je m'appelle Alexandre Foucault-Michaud. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire entrer et sortir un œuf dans une bouteille sans la casser. On a besoin d'un œuf dur dont la coquille est enlevée et bouillie. Et on a besoin du papier, un verre et de l'eau chaude. Et pour faire entrer l'œuf de la bouteille, on enflamme du papier, on entre ça rapidement dans la bouteille et après on met rapidement l'œuf sur le goulot de la bouteille. Après quelques minutes, la pression atmosphérique hors de la bouteille, plus forte que la pression à l'intérieur de la bouteille, pousse l'œuf à entrer dans la bouteille. Pour faire sortir, on s'assure que l'œuf bouche le goulot dans le sens inverse.
et on réchauffe les bordures de la bouteille qui va faire que la pression atmosphérique à l'intérieur de la bouteille sera plus forte que la pression atmosphérique hors de la bouteille qui permettra à l'œuf de sortir de la bouteille. Bonjour chers invités, nous vous présentons l'écosystème. L'écosystème est un milieu de vie dans lequel les êtres vivants et non vivants réagissent réciproquement et dans lequel les mêmes matériaux sont réutilisés indéfiniment. Exemple de matériaux réutilisés indéfiniment, la calebasse séchée, le pot de peinture, le sac de riz et nous avons des êtres vivants morts et vivants. Comme animaux vivants, nous avons le serpent endormi. Nous avons aussi l'iguane, la tortue, le crocodile et une autre tortue. Bonjour, je vous présente l'iguane. L'iguane est un animal reptile herbivore. Il mange des herbes, il vit dans les endroits chauds. Il est en voie de disparition à cause de la population et le déboisement. Bonjour, je m'appelle Richard Stanley Philius. Je suis membre du groupe 4 de la 8e A et en SVT, je vais vous présenter les bienfaits de l'eau. Je vais vous parler de son origine, comment elle a été créée. Il y a des milliards d'années. L'eau est un liquide apparu après la cristallisation du magma granitique, ou plus précisément à l'ère antécambrien il y a 4 milliards d'années, et après le refroidissement ultérieur de l'écorce terrestre. Ainsi formée, il y eut une condensation de la vapeur d'eau qui se refroidissait dans l'atmosphère primitive. Sa répartition entre les différents compartiments est un cycle de transformation complexe, le cycle hydrologique. L'eau quasiment pure se trouve sous 3 états physiques: liquide, solide sous forme de glace et gazeux. C'est la vapeur retrouvée dans l'atmosphère. Dans notre maquette, il y a différents compartiments qui montrent l'importance et les bienfaits de l'eau dans la vie courante. Ici, c'est une ferme qui représente des animaux, l'importance de l'eau pour les animaux afin qu'ils ne soient pas déshydratés. C'est une usine de purification qui purifie l'eau, car si l'eau n'est pas purifiée, elle peut être cause de maladies ou même elle peut causer la mort. Ici, c'est un puits et un château d'eau qui distribue de l'eau dans une maison. Ici, c'est l'importance de l'eau dans la nature, car l'eau est très importante pour la nature, pour les plantes. Et dans l'atmosphère aussi. Ici, c'est un barrage hydroélectrique, car l'eau peut produire de l'électricité grâce à une turbine qui doit tourner et produire l'électricité et renforcer les batteries. En conclusion, l'eau est très importante dans la vie. L'eau est indispensable à la vie et il n'existe pas de forme de vie connue en absence de l'eau. Bonjour, nous sommes le groupe 1 de la 8e année A. Et mon groupe est composé de Joseph Kériane, de Raton Emika et de moi, Didier Bredna. Tout d'abord, nous allons parler de l'exploitation des roches calcaires. Et d'abord, les roches calcaires sont classées parmi les roches sédimentaires et il y a des mers peu profondes qui fournissent un terrain idéal pour que les roches calcaires puissent se former. Les roches calcaires sont formées à partir de carbonate de calcium, de chaux et d'argile. Certaines fois, l'argile est mélangée au silex. Souvent, les roches calcaires sont de nature organique, mais parfois elles sont de nature chimique aussi. Bonjour, je vais vous parler de l'origine des roches calcaires. Les roches calcaires existent depuis plus de 3 milliards d'années, ce qui correspond à l'ère précambrienne qui est l'ère la plus longue et la première ère de l'histoire géologique de la Terre. À cette époque, les mers fournissaient un terrain idéal pour la formation de carbonate de calcium qui lui-même résulte de l'accumulation de dépôts biologiques. L'accumulation biologique du carbonate de calcium se faisait dans une eau, de préférence dans une mer, qui devrait être comprise entre 25 et 30 degrés Celsius contenant des coraux, des algues et des coquillages. On peut dire que les roches calcaires sont de nature sédimentaire parce que, comme toutes les autres roches sédimentaires,
On retrouve ces sédiments au fond des mers en couche ou en lit superposés après les strates. Et aujourd'hui, après la dérive des continents, on retrouve des gisements de roches calcaires datant de différentes époques dans le monde entier. Bonjour, je m'appelle Joseph Kirian et je vais vous parler comment reconnaître les roches calcaires et les différents types de roches calcaires. Les roches calcaires, nous pouvons les reconnaître lorsqu'elles réagissent à l'acide chlorhydrique et lorsqu'elles réagissent à l'acide du citrique. Les types de roches calcaires, nous pouvons distinguer plusieurs types de roches calcaires. Le calcaire saccharoïde, elle est une roche de couleur blanchâtre à aspect granuleuse et elle se cristallise comme le sucre. Le calcaire oolitique, il est formé principalement d'olite. Le calcaire lité qui se présente en lit successif et superposable. Le calcaire massif, le calcaire passaroïde, etc. Je suis Edny Josil, un élève de la 9e année A au collège 4 Peswell. Le projet de la classe est montrer un processus comme si de valorisation des déchets. On a 5 groupes de la classe. Le premier groupe, c'est le groupe du ramassage et du triage des déchets. C'est par ici. Le second, c'est pour le recyclage des matières premières, comme si peut être directement recyclé. Le troisième groupe, c'est le groupe du compostage et du broyage. Dans ce groupe-là, on fait de l'engrais naturel et on broie les déchets qui ne peuvent pas être directement recyclés. Dans le groupe 4, on fait l'incinération des déchets qui ne peuvent pas être directement recyclés. Et dans le groupe 5, on fabrique des briquettes de charbon à base de papier. Donc, avec les arbres, naturellement, en Haïti surtout, on fait du charbon de bois et du papier. Donc, on veut éliminer le charbon de bois comme si pour ralentir le déboisement. Et aussi, avec le papier, on veut montrer que le papier, comme si qu'on a utilisé, n'est pas vraiment un déchet. On peut faire du carton avec et aussi, on peut aussi faire du charbon comme si pour pouvoir fournir de la chaleur. Nous présentons la classification et les constituants des protides. Tout d'abord, c'est quoi un protide? Un protide est un composé chimique formé d'acides aminés. Un protide composé de 3 acides aminés est appelé tripeptide, de 2 acides aminés dipeptide, de 4 à 50 acides aminés polypeptides. Et au-delà de 50, on les appelle les protéines. Donc, les protides, comme il a dit, sont des assemblages d'acides aminés. Ici, on peut remarquer la forme de l'acide aminé. Donc, l'acide aminé est composé de 2 fonctions, la fonction acide et la fonction amine. Et quand on a 2 acides aminés, par exemple, ici, on a un dipeptide, 3 acides aminés tripeptides, et ici, de 4 à 50, c'est appelé polypeptide. Plus de 50, c'est protéines. Donc, le rôle des protides dans le corps humain. Les protides jouent un rôle très important dans le corps humain. Donc, ils sont à peu près indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Ils sont présents dans nos cheveux, nos ongles, notre peau et nos tissus musculaires et aussi dans nos globules rouges. Donc, ils assurent le bon fonctionnement de l'organisme. Ils ont aussi un rôle secondaire, c'est de fournir de l'énergie au corps humain. Mais ce travail qu'ils font n'est pas sans risque. Parce que parfois, quand ils fournissent de l'énergie au corps humain, donc ils disparaissent, leur rôle premier n'est plus assuré, donc ça peut causer un dysfonctionnement dans le corps. Donc je m'appelle Ashley Gracie, je suis en seconde. Donc mon groupe présente la signalisation,
Donc la signalisation, ce sont les différentes règles qu'on a mis sur pied pour pouvoir améliorer la circulation et protéger les gens contre les accidents, tout ça. Donc il y a différents types de panneaux de signalisation. Il y a les panneaux stop, il y a la signalisation verticale, il y a la signalisation horizontale. Donc la signalisation verticale, c'est la signalisation qu'on retrouve, soit les feux, comme si les feux verts, les feux jaunes, les feux rouges. Et horizontales, ce sont les traces blanches qu'on retrouve dans le sol. Donc, parmi les panneaux, on a choisi le speed limit. Donc, il n'y en a pas vraiment beaucoup en Haïti, on ne retrouve pas vraiment beaucoup, soit par la négligence de l'État, on ne sait pas. Donc, c'est un panneau qui indique la vitesse qu'on ne doit pas dépasser dans une autoroute, parce que les autoroutes, c'est assez dangereux. Donc, ça court vite, les voitures courent vite. Donc, c'est soit qu'il ne faut pas dépasser ou qu'il ne faut pas aller au-dessus. On n'a pas eu d'aide. On est 5 dans le groupe, on a réalisé ça. Et tout seul. On a acheté. On utilise l'électricité pour pouvoir faire marcher. Donc, on a utilisé des LED, des LED, des diodes électrolumineux qui fonctionnent avec un transformateur. Bonjour, je m'appelle Wakris Edouard, je fais la seconde au collège Caspressoir. En fait, le projet, c'est une sorte de vision pour Haïti, une Haïti du futur, une stratégie pour parvenir à une Haïti meilleure. On avait commencé à penser sur le problème de la circulation en Haïti. On s'était dit qu'avec l'embouteillage qui est énorme aujourd'hui, avec le problème de la circulation qui est posé, avec les gens qui ne respectent aucunement les normes, le code de la route, on avait décidé de changer le système de la circulation. On avait décidé de venir avec les trains, d'améliorer les autobus, de transformer les chauffeurs de camionnettes, de motocyclettes en chauffeurs de train et chauffeurs d'autobus, de permettre aux gens de venir, de permettre aux gens de circuler plus facilement. Mais maintenant, avec le projet, on était en train d'étudier les impacts positifs et négatifs que pourrait apporter le projet sur le développement du pays. Et on a réalisé que ce projet-là peut permettre le développement du pays, que ce soit sur le plan économique, éthique, social, etc., etc. Notamment, si on prend par exemple quelqu'un qui habite à Locaillé et qui vient travailler au centre-ville, aujourd'hui, avec le phénomène de l'embouteillage qui leur fait prendre 5 heures pour faire ce trajet-là, ils ont décidé de venir habiter dans le centre-ville et dans les zones avoisinantes, ce qui a favorisé l'explosion démographique dans le pays. Mais maintenant, avec le train, avec le système d'autobus, de train qu'on a, le système de transport en commun qu'on a développé, les gens qui habitent à Locaillé vont se dire que je peux venir chaque matin travailler au centre-ville je peux faire le trajet durant 30 minutes. Donc, je peux habiter à Locaillé puisque Locaillé, c'est une zone qui a un climat frais et je peux habiter calmement et venir travailler au centre-ville. Et donc, ça va favoriser la déconcentration de la ville et la décentralisation. Avec la décentralisation, on va avoir l'État qui pourra mieux travailler sur les programmes d'aide au développement et travailler sur le développement de l'éducation. Et l'éducation va permettre aux gens de savoir qu'il ne faut pas jeter des ordures dans la rue, va permettre aux gens de construire des immeubles, des gratte-ciels, de travailler pour l'économie et d'aussi développer le patriotisme qui va leur permettre de travailler vraiment pour le développement du pays. En fait, c'est notre stratégie qu'on a pensée pour le développement du pays. Bon, moi, je suis à ma 6e année. Il y a quelque chose toujours qui étonne à Expo Science. Donc, et c'est épatant. Et c'est extraordinaire. Vous avez toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et les enfants, chaque année, vous épatent encore plus. Bon, je suis pas une ancienne de l'école, mais j'ai eu des amis qui sont passés ici. Et comme je viens de le dire tantôt, chaque année est une chose nouvelle. Chaque année, vous avez la chance de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles inventions de ces élèves qui n'arrêtent pas de vous épater. Donc, je pense que c'est une bonne marche à suivre et que les autres écoles, les autres établissements devraient faire de même. C'est un renouveau, c'est une innovation totale. Et j'apprécie. Ça fait pratiquement 3 ans que je suis à Caspressoir, alors que mon fils y est. Et cette année, c'est différent. Différent dans le sens qu'on a concentré l'Expo sur l'environnement. Et je trouve que le gouvernement ou le peuple haïtien devrait commencer à
changer certaines habitudes. Par exemple, on a fait la 3e année à utiliser des pneus recyclés pour faire des décorations. Et c'était super, c'était vraiment super. Moi, j'ai vu mon fils travailler dessus, et je l'ai aidé et les autres parents se sont impliqués dans cette histoire. Et si chaque quartier pouvait, au lieu de brûler les pneus, les utiliser à faire ces décorations, ça c'est sûr que le pays allait changer. Le terme retenu, c'est tous acteurs du changement. Du changement. Cela veut dire quoi pour vous? Mais ça dit beaucoup. Ça dit que c'est à petits pas qu'on doit faire le changement. Les petits, les grands, c'est tous qui doivent mettre la main à la pâte pour faire ce changement. Un mot pour les professeurs, les accompagnateurs de vos enfants? Ah, moi, je les trouve super. J'aurais dû les avoir, moi, quand j'étais petite. Et il faut dire que la Catspice World a apporté à l'éducation en Haïti un grand changement. Un grand changement, c'est comme m'a dit madame dernièrement, c'est une innovation que les autres écoles devront suivre. Et ça permet aux enfants d'exprimer leurs capacités, de faire sortir l'artiste en eux, okay, leur vision des choses aussi. Et c'est cette vision-là qu'on peut utiliser dans chaque enfant pour apporter un changement futur dans le pays. Je peux vous dire que je suis scientifique déjà. Mon esprit scientifique m'accompagne depuis que j'étais en primaire. Alors ici, là, je suis vraiment dans le paradis. J'adore la salle de chimie d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis venue là. L'une de mes premières salles que j'ai identifiées. Et tout ce qui a à voir à technologie, essayer de recycler, essayer de garantir que l'environnement reste sain et utiliser la science, même pour moi, c'est primordial. Alors, avec le Catspice World qui est aussi avec nous dans la mairie de Port-au-Prince, un partenaire, il faut quand même savoir que la mairie de Port-au-Prince allait être là. Vous parlez de Catspice World en partenariat avec la mairie de Port-au-Prince, mais avec vos projets pareils, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité dans les années à venir de joindre dans d'autres écoles dans la capitale? Oh non, c'est ça même lié. C'est ça même lié. Maintenant, c'est échange d'idées, échange de connaissances avec les directeurs, les professeurs le Catspice World et les écoles communales de Port-au-Prince. Et comme ça aussi rentrer le foie scientifique même de les écoles communales. La science, qu'est-ce que c'est que la science? C'est l'opportunité pour que l'enfant puisse commencer à se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi et à tester des choses au lieu d'être guidé ou d'être commandé ou donner des informations et te dire que c'est comme ça parce que c'est comme ça. Non, il faut laisser à l'enfant la liberté de comprendre et de comprendre comment comprendre aussi. Alors, et comme le monsieur Étienne l'a bien expliqué ce matin dans son discours, c'est ce que Catspice World fait. Alors, pour cela, il faut vraiment qu'on commence à apprendre les élèves à être indépendants et à apprendre. Et aussi des professeurs à devenir des accompagnateurs, des encadreurs et non pas des professeurs qui te donnent des choses à étudier là, mais tu dois juste venir et réciter par cœur. Parce que c'est pas ça l'étude, c'est pas ça la connaissance, c'est pas ça comprendre ton pays, comprendre la vie, comprendre la science pour pouvoir vraiment commencer à inventer des choses nouvelles. Parce que c'est pour ça on va faire que utiliser ce que d'autres personnes sont en train d'inventer. Alors Haïti doit commencer à inventer, Haïti doit commencer à réutiliser ce qu'ils ont, parce qu'on a beaucoup de matériel, on a beaucoup de choses et il faut réutiliser pour que ça puisse nous donner un bénéfice. 61 ans, nous vivons à l'école avec les enfants, avec un objectif très précis, les transformer tous en acteurs de changement. Nous vivons avec les jeunes et nous sommes heureux quand nos jeunes réussissent parce qu'au Collège Catspice World, nous ne faisons plus d'enseignement traditionnel, nous faisons du coaching éducatif. Ça veut dire que nos élèves, nous les préparons pour qu'ils aillent sur le terrain, pour qu'ils aillent changer ce qui se fait, pour qu'ils aillent d'abord réussir et qu'ils réussissent collectivement. C'est un vrai
plaisir pour nous, c'est un honneur, c'est une joie de vivre au Collège Catz-Pressoir avec les élèves et particulièrement avec les parents qui nous soutiennent énormément. Là, je peux dire par exemple que hier soir, les derniers élèves ont quitté l'école, il était 9h30 du soir, des parents qui étaient là à les attendre patiemment. Nous réalisons cette activité chaque fin d'année parce qu'il s'agit des examens de fin d'année des élèves. Ce sont leurs examens en sciences expérimentales. Ils ont leur sujet d'examen en main depuis le mois de janvier. Et le rôle des enseignants, c'est de les accompagner, de les encadrer, justement de les coacher et pour qu'ils puissent réussir. Donc au fait, là aujourd'hui, ils sont en train d'exposer les résultats de leurs travaux et nous sélectionnons des invités pour être également membres de jury. Parce que ce n'est pas nous autres seulement qui évaluons ce qu'ils sont en train de faire. Les invités, les visiteurs nous aident à évaluer également. Tous acteurs de changement. Nous avons un comité qui organise l'Expo Science. C'est pas moi qui organise, je fais partie du comité. C'est un comité qui est constitué de 2 élèves par classe de la 4e année fondamentale à la terminale. Nous impliquons pratiquement presque tous les niveaux et ensemble, on discute sur le thème. Et tous les travaux doivent tourner autour d'un thème. Et là, ils ont choisi tous acteurs de changement, mais avec une structure, tous virgule, acteurs de changement, là ils disent nous laissons à tout le monde le soin d'interpréter ce thème. Nous devons tous être acteurs de changement, nous sommes tous acteurs de changement, nous pouvons tous être acteurs de changement, il faut que nous soyons tous acteurs de changement pour changer le pays. Effectivement, pourquoi ce thème? C'est parce que les élèves, ils disent qu'ils sont consternés par ce qui se fait en Haïti maintenant. Les élèves n'acceptent pas qu'on dise que Haïti est une poubelle, que Haïti est le pays le plus pauvre du monde. Actuellement, ce qu'ils disent, Haïti est pauvre, oui, mais économiquement seulement, parce que nous sommes riches avec nos jeunes. Donc tous acteurs de changement, ils veulent absolument sensibiliser tout le monde pour leur dire que nous sommes tous capables et nous devons tous changer le pays. Et que nous n'attendons pas le début de l'année ou encore lorsqu'on est proche de la date qu'on commence à réaliser. Et il y a un calendrier, il y a un agenda de réalisation et à chaque étape, ils doivent être à tel niveau. Et maintenant, les grands travaux manuels vraiment ont commencé au début du mois de mai parce que, au fait, depuis la fin du mois de mars, on a quasiment fini avec les programmes officiels. Donc avril, mai, juin, ou avril-mai particulièrement, c'est pour la préparation à outrance de ces activités-là. Notre rêve à l'école, c'est de créer une société apprenante. C'est de créer des territoires apprenants. C'est de créer les moindres petits coins de notre existence comme des coins apprenants. Nous ne pouvons pas tolérer que des jeunes qui ont des potentialités énormes ne bénéficient pas d'un encadrement pour qu'ils deviennent des Einstein, des Bill Gates, des Steve Jobs, et qui sait, des gens qui dépasseront ces gens-là. Oui, nous avons établi un partenariat avec la mairie de Port-au-Prince. L'objectif, c'est de former les directions des écoles communales. Et c'est une formation qui va commencer en été. L'objectif, c'est de revaloriser ces écoles pour permettre aux jeunes qui fréquentent ces écoles d'avoir la chance d'apprendre comme ceux qui sont ici au Collège Catz-Pressoir. Notre rêve également, c'est de travailler avec les lycées. Parce que cette année qu'ont fait nos élèves, ils ont dit, nous ne voulons pas inviter les élèves des lycées seulement à venir voir les réalisations de nos élèves, de ce que nous faisons. Nous voulons qu'ils participent avec nous. Donc, ils ont invité des élèves des lycées à venir travailler avec nous. L'objectif, c'est dans un avenir assez proche que les lycées, que les écoles publiques soient capables de réaliser également ce genre d'activité et ceci, pourquoi pas, en partenariat avec nous. Nous le faisons chaque année. Cette année, c'est la 26e édition. Nous le faisons chaque année. Ce sont les examens de fin d'année des élèves. Ça fait plus de 20 ans que les élèves ici à l'école n'ont plus d'examens écrits en fin d'année scolaire. Ils ont des projets à réaliser. Et comme vous le voyez là, par exemple, ils créent un téléphérique. Scientifiquement, physiquement, il y a tout un ensemble de propriétés, de lois, de principes à mettre en évidence. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aussi? Dans 2 zones reculées, par exemple, s'il n'y a pas moyen d'avoir des routes, on peut avoir des téléphériques pour faciliter les moyens de communication.